Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire Data Grand Est de 2023. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est confortablement installé. C'est un vrai plaisir de vous retrouver si nombreux aujourd'hui dans ce premier webinaire de Data Grand Est. Alors, on est extrêmement nombreux. Sur notre base d'inscription, on était plus de 200. Voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur. On est vraiment content de choisir des thématiques qui vous intéressent à ce niveau-là. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter une très belle année 2023. Amour, gloire et data, comme on pourrait dire. Mais on souhaite vous présenter nos meilleurs vœux de réussite personnelle et puis professionnelle. Alors, aujourd'hui, la thématique qui nous rassemble, c'est les métiers de la data. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre régulièrement depuis l'année dernière sur le cycle de webinaires. Donc, on a instauré chaque jeudi, le premier jeudi de chaque mois. Donc, de 11h à midi, on se retrouve pendant 1 heure pour parler d'un sujet, data, que ça soit de la donnée géographique ou non. Et puis, on fait appel aussi à vos retours d'expérience pour alimenter les discussions et puis les expertises. On vous donne déjà rendez-vous pour le prochain webinaire qui se déroulera le jeudi 2 février sur la thématique des adresses des données sous la responsabilité des communes et puis de leurs élus. Vous pouvez aussi retrouver tout le contenu des animations de Data Grand Est sur le site internet et aussi dans les newsletters que nous vous envoyons. J'en profite déjà pour remercier Clara et puis Marie-Ségolène qui ont participé à la préparation de ce webinaire et puis à nos 3 invités à qui on va passer la parole. Étienne, Benoît et puis Sylvie, voilà, qui donnent de leur temps et puis qui souhaitent partager leur expertise sur la vision de notre métier de gestionnaire de données. Alors, au niveau de l'introduction, donc en fait, ce qu'on pouvait dire, c'est que traditionnellement, dans les webinaires de Data Grand Est, on vous propose des sujets techniques, mais là, pour changer un petit peu nos habitudes, on va mettre un coup de projecteur sur notre domaine d'activité. Alors, on a choisi d'aborder la thématique les métiers de la data, car d'abord, au niveau de Data Grand Est, on tient vraiment au rapprochement entre les différents univers de gestionnaires de données. Et puis la donnée, elle nous concerne tous, de plus en plus, peu importe le secteur d'activité, tous les métiers sont impactés. Et puis tout le monde cherche à produire ou à puiser dans les données pour en tirer une connaissance et puis établir des stratégies efficaces. Alors tous ces changements, ils sont impulsés pour plusieurs facteurs. Voilà, parce que d'abord, la donnée se complexifie avec le big data, le lidar, le temps réel, les capteurs, l'open data, etc. Les outils et leurs capacités se multiplient, le SIG, la data visualisation, l'intelligence artificielle, et puis les attentes des utilisateurs et des décideurs sont de plus en plus grandes. Au niveau de la confidentialité, de la protection des données, la rapidité d'obtention des données, leur précision, leur mise à jour, etc. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué dans vos organisations, le positionnement des personnes qui gèrent des données a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est vraiment très, très loin du géomaticien qui travaille tout seul dans son bureau et personne ne sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, les services donnés, ils travaillent en transversalité. Les rôles et les missions et les compétences s'adaptent naturellement pour répondre à des demandes de plus en plus poussées et à des contextes organisationnels en pleine mutation. Alors, aujourd'hui, voilà, les appellations de métiers, sont vraiment, heu, très, très variées. Donc on parle de data manager, par exemple, mais aussi de data scientist, data analyst, data steward et cetera. Voilà, nos invités aujourd'hui pourront préciser ce qu'on entend par, ces métiers-là. Et donc toute cette communauté de métiers à laquelle nous faisons partie, doit répondre à un double challenge. D'abord, c'est atteindre les objectifs initiaux qui perdurent, hein, c'est stocker, structurer, analyser, diffuser tout type de données. Et puis, c'est répondre à des nouveaux enjeux, c'est rendre la donnée plus accessible, accessible par tous, faire parler la donnée, intégrer la donnée dans les processus de décision, et puis diffuser la culture data autour de nous. Alors, pour répondre à toutes ces questions-là, ce matin, donc, on est en compagnie d'Étienne, qui nous parlera donc du marché du travail et de sa maturité data. Dans un deuxième temps, Benoît, qui travaille et qui est responsable
formation au CNFPT nous exposera sa vision de l'évolution du métier de géomaticien dans la fonction publique. Et puis, dans un troisième temps, Sylvie de la CEA nous montrera comment il y a eu une montée en gamme au niveau de l'exploitation des données et des nouveaux usages dans la CEA. Avant de passer la main à Étienne, je vais envoyer dans l'onglet sondage un lien que je vais coller dès que je pourrai. Ah non, attendez. Dans l'onglet questions. Non, pas dans l'onglet questions, excusez-moi. Dans l'onglet chat. Voilà, dans l'onglet chat, je viens de publier un lien. Et ce petit lien, en fait, c'est un sondage que je vous invite à répondre. Voilà, c'est une dizaine de questions. C'est en savoir plus sur vous. Quel est votre niveau d'études? Depuis combien de temps vous travaillez dans la data? Vous travaillez dans le secteur public, dans le secteur privé? Si on a le temps, en fin de webinaire, on analysera ces réponses-là. Et si on n'a pas le temps, eh ben, on fera une restitution avec la mise en ligne des replays. Voilà, merci à tous. Je passe la main à Étienne. Étienne, je prépare la présentation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bonjour Étienne, à tous. merci à toi. Donc, je m'appelle Étienne Pichot-Damon. J'ai commencé à travailler à la métropole de Lille en tant que chargé de mission Open Data pendant 2 ans. Et je travaillais avec Benoît qui intervient juste après. J'ai ensuite intégré DataActivity, donc sur du conseil en Open Data pour des organisations, des associations, des entreprises, des gouvernements. Et en parallèle, donc, je suis chez Etalab, la direction interministérielle du numérique, plus particulièrement sur les API. Et en parallèle de ça, je travaille sur la chaîne Data Broadcast qui est spécialisée sur les enjeux de l'open data. Donc, je vous présente quelques enjeux que j'avais en tête sur le marché du travail de la donnée aujourd'hui tel qu'il est et dans 10 ans à quoi on pourrait s'attendre. Déjà, pour commencer, sur des métiers un peu techniques, je fais un petit panorama de comment ça a évolué. Pour commencer, oui, le rôle de data scientist qui était un rôle un peu star quand ça a commencé dans les années 2010 à peu près, où tous les enjeux de data science commençaient à vraiment grandir. Et pas beaucoup de gens connaissaient ce rôle-là. Et puis d'un coup, tout le monde a voulu en recruter. C'était assez curieux. Et maintenant, c'est un métier qui est resté très, très convoité, qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations, à la fois privées, mais aussi de plus en plus publiques. Et aujourd'hui, on retrouve un panorama de métiers assez large et avec une segmentation du marché avec des data analysts, donc qui vont travailler plus sur des analyses, pas forcément avec des systèmes aussi complexes que peuvent utiliser les data scientists avec du machine learning, mais surtout des analyses de données de premier niveau avec des visualisations, des cartographies. Et puis, on retrouve les data engineers, des data stewards, donc eux qui vont plutôt avoir le rôle de bien connaître les données et puis de les mettre en synergie dans une organisation, avec les DPO aussi. Donc, là, c'est un autre métier qui a vraiment émergé avec le RGPD. Et puis, data miners qui, eux, ont plutôt le rôle d'aller chercher des sources de données qui sont plus complexes, avec un gros travail de recherche. Et puis, data whatever, parce qu'il y a beaucoup d'autres métiers qui sont nés et qui sont en émergence sur la chaîne de valeur de la donnée. Alors, ce qu'on peut comprendre à travers cette sectorisation, c'est que justement, c'est un peu des limites, cette sectorisation. On va avoir des métiers qui vont être très différents et qui vont un peu rompre la chaîne de valeur de la donnée, et des gens qui ne travaillent pas forcément autant ensemble qu'on pourrait l'espérer en 2023. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est une demande, un métier en forte croissance, c'est celui de full stack data scientist, donc une personne qui va pouvoir maîtriser différents aspects, à la fois les statistiques, donc tout ce qui est statistiques, probabilité, machine learning, avec des algorithmes assez avancés, de l'informatique, pour être capable donc de construire des systèmes, des infrastructures autour de ces algorithmes-là. Et puis le métier qui, lui, on a souvent tendance à l'oublier, donc ça c'est des propos de Joël Gombin que j'avais interrogé pour un épisode, qui m'expliquait que du coup, le métier est parfois un peu oublié, où on va avoir besoin de comprendre beaucoup plus les enjeux des métiers et pas forcément uniquement des personnes qui sont spécialisées dans de l'informatique très poussée. Et donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que souvent, donc, au-delà de cette absence de vision de métier qu'on peut retrouver parfois, on pourrait se demander si demain, on n'aurait pas des juristes
qui soient data scientists aussi, ou des médecins qui soient data scientists, et d'autres métiers, par exemple sur les sujets culturels, où on va intégrer de plus en plus de compétences data et de plus en plus poussées. Et l'objectif, ça serait plusieurs choses. C'est à la fois que ces personnes-là comprennent vraiment bien les problématiques métiers, qu'ils puissent résoudre des problèmes data à la source et pas forcément qu'on fasse appel à un spécialiste ou à une prestation par la suite. Et puis d'augmenter bien sûr les capacités et ressources humaines. C'est-à-dire que si on imagine que tous les cursus, à peu près tous les cursus intègrent des compétences data, eh bien on aura naturellement des métiers qui sont capables de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a une énorme pénurie et c'est assez complexe. Si on change d'angle, moins technique et plus sur les aspects gouvernance, et ben là, on retrouve aussi une émergence un peu plus récente de métiers autour de la gouvernance de la donnée. Donc, par exemple, en 2011, où la France s'est dotée de son Chief Data Officer, c'était Henri Verdier, à la tête de la direction interministérielle du numérique, et la métropole de Lyon, un peu plus tard, qui était, je pense, une des premières collectivités françaises à se doter d'un Chief Data Officer. Et l'objectif dans tout ça, c'est que on n'a pas uniquement des enjeux techniques, on a aussi des enjeux donc, de gouvernance, comme je disais, avec des organisations qui sont souvent malheureusement en silo, et toujours aujourd'hui, on en parle depuis assez longtemps de ces organisations-là, et donc des métiers qui sont, comme je disais, un peu segmentés, avec des constructions, avec des briques techniques qui sont un peu séparées selon les métiers, les transports par exemple, qui ne parlent pas forcément aux, aux autres directions, mais on peut parler de toutes les directions qui ne travaillent pas forcément ensemble sur ces sujets-là. Donc on retrouve de plus en plus de plateformes interopérables, de données, etc. Mais on a toujours des données qui sont un peu dispersées et on ne les connaît pas forcément toutes. Toutes les organisations font beaucoup de recherche, de cartographie de données. Et ça permet de travailler ensemble progressivement. Aussi, la question de la culture de la donnée, puisque c'est bien comprendre que ce n'est pas uniquement un enjeu technique. Et la notion de donnée est encore pas si bien maîtrisée dans les organisations et dans les administrations, où quand on parle de données, souvent on va nous parler de documents, on va nous parler de données pas forcément structurées. Et souvent les données géographiques et les personnes qui travaillent dans les services SIG, eux ont cette culture de la donnée un peu plus forte, mais justement, ils ont tout intérêt à la partager davantage. Oui, je reviens là-dessus, avec aussi des pratiques sur le RGPD qui laissent à désirer sur beaucoup d'entreprises et d'organisations qui sont en train de monter en compétence sur ce sujet-là, et c'est encore une question de culture de la donnée. L'objectif aussi, c'est de faire évoluer le recrutement dans les administrations, puisque les femmes représentent toujours seulement 30% des personnes qui travaillent dans les métiers du numérique, où on constate que beaucoup de candidatures spontanées sont envoyées par des hommes et un peu moins par des femmes qui ne mettent pas forcément en avant toutes les compétences qu'elles ont, en tout cas par rapport aux hommes. Et ça, c'est des retours que j'ai eu lors d'une interview également de Cécile Degaine, qui travaille à la DITP et qui faisait ce constat-là. Un peu de prospective à partir de ces éléments-là. Une nouvelle chose qui est en train d'émerger, c'est l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas tout nouveau, on en parle depuis un moment, mais des nouveaux outils qui intègrent l'intelligence artificielle aujourd'hui sont vraiment émergés. Je pense à ChatGPT, c'est un outil qui est vraiment intéressant, notamment du point de vue data. Je l'ai testé avec des personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Et du coup, on constate que quand on lui donne des données, par exemple des données qui sont fausses avec des noms de communes qui ne sont pas bons, eh bien l'outil le corrige directement. Donc c'est vraiment intéressant de voir le résultat. Hop, je passe à la slide suivante. Et on peut même créer des scripts, par exemple, en lui demandant de requêter des données sur OpenStreetMap. Il va écrire la requête dans le bon format. Alors, c'est pas complètement abouti, hein. Il y a encore beaucoup d'erreurs parce que c'est un modèle qui préfère donner une réponse plutôt que de dire je ne sais pas. Donc, des fois, il y a des erreurs, il faut toujours vérifier. Mais ces outils-là sont vraiment amenés à évoluer et aller plus loin dans des intégrations beaucoup plus complexes. Par exemple, on peut imaginer que demain, un data scientist n'a pas forcément besoin de taper toute une série de codes ou un script très complexe. Il va pouvoir saisir en langage naturel, je supprime-moi telle donnée, ou alors corrige-moi telle colonne, et il va le faire. Hop. J'avance, donc du coup, ça pose la question de l'éthique
et de spécialistes juridiques sur ces questions d'intelligence artificielle et d'algorithmes pour bien vérifier que les algorithmes publics qui sont créés par des administrations ne sont pas biaisés, ne sont pas discriminatoires, contiennent le moins d'erreurs possible. Ça exige aussi une très forte transparence des algorithmes, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On ne peut pas imaginer que demain, l'IA soit en maîtrise de décisions publiques. C'est aujourd'hui pas entendable. D'ailleurs, à San Francisco, il y a beaucoup de limitations sur ces questions-là, alors que c'est un peu le berceau de beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Et donc, il y a ce besoin de formation qui soit hybride, un peu entre sciences sociales, data et intelligence artificielle. Là, j'ai mis un exemple, alors c'est un exemple anglais, mais je vais parler plutôt d'un exemple français qui vient d'hier, un article qui disait que, je crois que c'était la semaine dernière, à Lyon, 50% des copies qui ont été rendues par des étudiants dans une université à Lyon étaient écrites par ChatGPT. Donc, ils avaient mis le sujet dans l'intelligence artificielle, ils ont recopié, ils ont envoyé. Donc, le professeur s'en est rendu compte, parce que beaucoup de copies se ressemblaient, ça lui a mis la puce à l'oreille, et du coup, il a mis une mauvaise note à tout le monde. Et ce qui pourrait être imaginé par la suite, c'est que pour ce type de contenu, eh bien, on essaie de créer des clés de vérification pour savoir si ça a été écrit par un humain ou par l'intelligence artificielle. Donc ça pose vraiment ces questions-là, et ça, c'est des métiers qui vont probablement être en forte tendance par la suite. Donc voilà, vous pouvez en savoir plus à partir de la chaîne YouTube que j'ai créée, donc qui est spécialisée sur la donnée. Et je parle donc de Spotify, mais aussi de métier de la donnée publique. Donc c'est les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça sera un petit peu plus détaillé. Voilà, je laisse la main. Super, merci beaucoup Étienne. Donc, on vous invite vraiment à aller voir cette chaîne YouTube. Les épisodes durent une quinzaine de minutes. Voilà, le format est vraiment super adapté. Ça Il y permet a... d'éviter des moments de stress. Bah, c'est pas grave, hein, c'est les aléas du direct, on fait avec, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un très bel épisode que tu as réalisé sur est-ce qu'on peut vraiment décider avec les données? Voilà, vraiment super, super intéressant. Alors, avant qu'on prenne une ou deux questions, euh, vous êtes déjà 63 à avoir répondu dans le sondage que j'ai fait passer en début de webinaire. Et donc, ça permet de confirmer une de tes statistiques, Étienne, puisque parmi les personnes qui ont répondu au webinaire, donc, il y a 32% de femmes. Ah oui, Voilà. en effet, ça confirme. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. On va peut-être prendre une question. Marie-Ségolène, s'il y a quelque chose dans cet onglet-là. Non, il n'y a pas de question pour le moment. Par contre, il y a quelqu'un qui disait que ce qui venait d'être dit était la clé. La donnée doit concerner l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc voilà, ça conforte encore tout ce que vous dites, quoi. Mais là, personne n'a posé de question. Ça devait être très clair, en fait, tout simplement. Ok, moi j'aurais peut-être une question. C'est sur l'appellation, enfin, quand tu parlais de full stack data scientist, est-ce que tu en as déjà rencontré Pas tout à fait. C'est vrai que, j'ai rencontré des gens qui avaient ce profil-là, mais pas officiellement l'appellation de ce poste-là. D'accord. Donc c'est des personnes qui ont un profil, voilà, qui sont très douées sur tous les aspects de la donnée. Je ne sais pas si vraiment les recrutements sont faits sous ce titre-là. Par contre, c'est vrai que ça ressemble au titre de full stack développeur, où là clairement, c'est un métier qui existe déjà depuis pas mal de temps. Et on voit que c'est des personnes qui sont capables de faire du back-office, du front-office, absolument tous les front-end, back-end, absolument tous les aspects du développement. Très polyvalent. Très polyvalent, exactement. Ok. Et dans la dernière partie de la présentation, Il y a une question. Prenons cette question, allons-y. Ouais, en fait, de Gwenaël Mengi qui dit qu'on trouve beaucoup de formations sur le sujet de data scientist ou autre formation qui est rapport avec la data en ligne. Faut-il accorder de l'importance par rapport à un cursus classique de formation?
Sur les formations en ligne, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se forment au sujet de data science ou data tout court, sur des supports en ligne. Il y en a certains qui sont gratuits, certains qui sont payants. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de contenu aussi sur YouTube, mais là, il faut arriver à se créer un programme personnellement. Mais généralement, c'est pas mal parce qu'en plus, ça allie de la théorie, mais aussi beaucoup de pratique. J'avais testé sur Open Classroom, par exemple, qui en plus a une formation diplômante, je crois que c'est diplômant. Et on peut tester des modules comme ça où en fait on fait des exercices et ça c'est corrigé directement. Donc l'important, je trouve que c'est vraiment la pratique. Et là, que ce soit en ligne ou en physique, il y a vraiment des bonnes solutions. Mais c'est des bons, c'est un bon moyen de se former sur des aspects très spécifiques et vraiment sur ce qu'on veut faire en particulier. Par exemple, si on veut travailler sur les données vraiment de façon statistique, le langage R est assez adapté. Et là, il y a beaucoup de documentation dessus, il y a beaucoup de modules, puisqu'en plus, c'est un langage open source, donc les communautés sont vraiment très actives pour créer du contenu là-dessus. Super, merci pour ces éléments de réponse. Si on n'a pas d'autres questions, je propose qu'on enchaîne avec la présentation de Benoît. Oui. C'est parti. Alors Benoît, j'envoie la présentation. Ah, j'ai une question. Allez. Dernière, dans les collectivités, la data fait souvent peur car elle est très directement liée au RGPD, à tort. Imaginez l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Quelle est la bonne pratique vis-à-vis des élus? Complexe question, en effet. Alors, c'est vraiment, il y a plusieurs approches. Moi, je dirais qu'il faut essayer d'en tirer le meilleur parti parce que je pense, je ne vais pas en faire une généralité, mais j'ai l'impression que nous, on va vraiment, en France, essayer de tout de suite réguler, être à fond sur les interdictions. Et c'est pas qu'en France, que je parlais de San Francisco, il y a des interdictions, par exemple, sur la reconnaissance faciale. On peut essayer de trouver le meilleur dedans et d'essayer de former les personnes à bien s'en servir, mais aussi à bien détecter et en fait de savoir quand s'en servir ou pas s'en servir. Et là, je pense que fonctionner par cas d'usage, ça peut être une bonne chose vis-à-vis des élus. Leur expliquer un peu le meilleur de ce qu'on peut en faire. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais je pense que les usages data, par exemple, dans les services, ça peut faire gagner du temps, ça peut aider à accompagner les agents dans leur travail sur certains sujets. Mais après, essayer de préciser les cas d'usage où ça risque d'être compliqué. Je pense notamment dans la sphère éducative où il faut peut-être travailler beaucoup. Je pense qu'au niveau de la région et des lycées, ça peut être une bonne chose à explorer, de savoir comment les professeurs peuvent s'en servir au mieux, quoi. Mais c'est plus sur la formation que de l'interdiction, je verrai les choses. Oui. La preuve par l'exemple, la preuve par l'usage. Ouais. Exact. Ok. Ça marche. Merci beaucoup, Étienne. On enchaîne avec Benoît. Oui, donc bonjour à tous. Donc Benoît Masson, donc je suis référent national de spécialité information géographique au CNFPT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale, voilà, et qui est en charge de la formation, voilà, et l'animation de réseaux au sein de la fonction publique territoriale dans son ensemble. Donc avant, moi j'ai un parcours, voilà, dans l'information géographique. Ça fait 4 mois là que je suis au CNFPT, mais avant j'étais à la métropole de Lille sur différentes fonctions de chef de projet à directeur adjoint à l'information géographique. Donc voilà, avec un parcours de quelques années, voilà, dans ce monde-là en tant que géomaticien. Et je suis géomaticien de formation. Donc là, je vais vous faire un petit balayage, voilà, de la vision fonction publique, d'une lecture, alors qui est aussi ma lecture, voilà, de cette histoire de la géomatique et de son évolution vers la data élargie, au travers, voilà, de l'expérience que j'ai pu avoir, moi, dans mes différentes fonctions, mais aussi de ce qui est voilà, présent au CNFPT aujourd'hui, de ce qui peut être aussi une vision de l'information géographique et du métier de géomaticien dans la fonction publique. Alors, je vais vous faire une petite page d'histoire. Voilà, donc on va repartir. Alors là, je suis reparti assez loin, mais je vais peut-être commencer. On fait de la géomatique, en fait, dans le service public en France depuis un peu plus de 50 ans.
l'informatique, en fait, qui est un support indispensable au SIG, est entrée dans un certain nombre d'établissements par la géomatique. L'exemple que je connais le mieux, c'est celui de la métropole de Lille, qui a fait rentrer ses ordinateurs dans les années 70 par les besoins géomatiques. Alors, on n'appelait pas ça encore comme ça à l'époque. Ce demi-siècle d'histoire, il s'inscrit dans la continuité de la longue histoire de la cartographie du monde, un besoin de connaissance. Là, je vous ai mis une petite image. Alors, certains cherchaient qui c'était, c'est Ptolémée. Ptolémée, il a agrégé au début du premier millénaire 9 siècles d'histoire, de descriptions cartographiques qui ont eu lieu avant lui. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on a besoin de connaître le monde. Et depuis une cinquantaine d'années, on commence à le faire. On a commencé à le faire de manière informatique. Voilà, donc derrière, c'est l'histoire du développement massif des usages de la data, même avant qu'elle soit informatique, pour une meilleure connaissance des territoires. Et derrière, l'objectif, c'est une aide à la décision efficiente au service des territoires, de ceux qui en ont la responsabilité et de ceux qui les habitent. Dans sa construction, la géomatique, c'est né au Canada, aux États-Unis, dans les années 60. On a vu les prémices des SIG avec l'émergence des ordinateurs, des premiers concepts de géographie quantitative, informatique. Voilà, et c'est quelque chose qui était structuré à l'époque, surtout par la recherche universitaire. C'est arrivé en France dans les années 70, avec la naissance de grandes banques de données urbaines. Je peux citer Strasbourg, je peux citer Lille, voilà, et dont le rôle de ces banques de données urbaines, c'était de collecter, d'ordonner, restituer toutes les données, voilà, en matière de sol et de sous-sol, afin de pouvoir agir efficacement en matière d'urbanisme, de logement, de voirie, d'aménagement. Donc déjà des questions d'aujourd'hui, en fait, dans ces années. Afin de répondre à ce besoin grandissant de connaissance des collectivités, on s'est doté de gros ordinateurs. La photo que vous avez dans le coin, sur le bout du doigt de Ptolémée, c'est la salle informatique de la métropole de Lille dans les années 70. Donc ainsi, on est entré dans cette ère informatique. Certaines collectivités se sont lancées elles-mêmes dans le développement de logiciels. C'était le cas de la métropole de Lille. Et ça a duré pour la métropole de Lille jusque dans les années 2000. Du développement purement en interne. C'est-à-dire qu'on ne s'appuyait pas sur ce qui était fait à l'extérieur, même si des sociétés commençaient dans cette même période, certaines sociétés commençaient à développer du SIG. Voilà, il y avait ça. C'était un peu, on avançait chacun pas à pas de son côté, et puis on essayait de créer quelque chose qui permette de répondre aux besoins de connaissance de son territoire. C'est dans cette période que les métiers de la data ont commencé à naître, au sens où on les entend aujourd'hui. Ils sont nés en parallèle d'autres métiers qui étaient là, le métier des dessinateurs sur leur table à dessin, voilà, qui ont eu encore pas mal d'années devant eux, parce que ça a duré quand même jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Et puis, on a vu, dans les années 80-90, la commercialisation des premiers logiciels SIG. On avait du ArcGIS, du MapInfo, voilà, qui sont encore... du ArcInfo, MapInfo, voilà. On connaît encore aujourd'hui les successeurs de ces logiciels et d'autres qui sont arrivés sur le marché depuis. Derrière, on a, depuis le début des années 70 à aujourd'hui, le sujet de la data numérique a beaucoup évolué. Au milieu des années 2000, on a un Google qui est arrivé et qui nous a balancé un Google Maps et un Google Earth. Voilà. On a eu des projets comme OpenStreetMap qui ont poussé des concepts, les modèles collaboratifs à grande échelle. C'est venu bousculer ce monde de la géomatique et le rendre plus accessible à des gens qui sont peut-être non experts. Aujourd'hui, on a des moyens techniques qui permettent à tout utilisateur, même hors cercle d'experts, voilà, certains en font sans le savoir, de créer leur propre table, leur propre couche de données pour des usages concrets. Et les outils collaboratifs de partage de données sont devenus très courants. On s'étonne même parfois de ne pas trouver telle ou telle donnée sur Internet. Et ce qui pousse aussi à ça, c'est une espèce d'émulation du domaine, voilà, qui fait que d'autres le font. Pourquoi pas mon administration, pourquoi pas mon territoire? C'est les questionnements de chacun. Et tout ça, c'est aussi poussé par toutes les évolutions législatives et réglementaires qu'on a connues depuis quelques années.
Derrière, des enjeux, des avancées technologiques, voilà, je parlais de cet aspect réglementaire, mais qui a été bousculé. Les logiciels de data visualisation et les outils SIG nous offrent des bases de données géographiques numériques superposées, permanentes, interopérables du monde, sur à peu près tous les sujets. Aujourd'hui, on trouve de la data visualisation sur, je dirais, dans quasiment tous les domaines, et elle se répercute souvent géographiquement dans ces représentations. De très nombreuses organisations aujourd'hui partagent leurs travaux, on crée de très nombreuses cartes, certains disent des milliards de cartes, je ne sais pas combien on en crée chaque jour, mais beaucoup de cartes se créent dans le monde pour raconter voilà, des histoires, révéler des modèles, des tendances, et puis des relations surtout. D'ailleurs, il y a de nombreux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux, et puis des avancées technologiques qui ont impacté la donnée, et ou alors la donnée qui a impacté ces enjeux et ces avancées. Dans les sujets, on peut avoir la protection des données personnelles, hein, on a la cybersécurité, on a la transition numérique, alors je les donne en vrac, hein, la transition écologique, on a le besoin de connaissance des territoires, on a l'ouverture des données, on a la qualité des données, on a la participation citoyenne, les sujets de gestion de crise, les mobilités, la gestion des risques. Au niveau technologique, aujourd'hui, on voit, il y a la 3D, il y a le LIDAR, on a tous les grands démarches de dématérialisation des documents et des procédures administratives, on a les jumeaux numériques, le BIM, le big data, l'intelligence artificielle. Voilà, donc beaucoup de sujets qui sont venus impacter, soit impacter la data, soit impacter le monde par la data. Derrière, alors je me suis permis de reprendre une petite réplique d'un film retraduit pour le géomaticien. Voilà, les métiers dans tout ça. Je ne vous refais pas le speech d'Edouard Baird, mais la longue histoire des SIG et de la data dans les collectivités, c'est aussi celle de l'évolution des métiers qui en ont eu la responsabilité. Certains métiers préexistaient au SIG et ont grandement évolué avec l'arrivée du numérique. On peut penser aux géomètres dans nos collectivités ou en marge des collectivités, voilà, les différents prestataires qui sont passés en gros de repères au sol à des repères dans l'espace. On peut aussi avoir, je parlais des dessinateurs tout à l'heure, de la table à dessin, à qui on a demandé tout d'un coup de venir faire leurs dessins sur écran. Donc voilà. Le cartographe qui est passé de l'illustration papier à l'infographie géoréférencée. Donc voilà, donc des évolutions dans des métiers, mais des métiers qui préexistaient avant et qui aujourd'hui ont évolué vers la data numérique. Et d'autres sont nés avec l'évolution des techniques et des usages. Les années 70-2000, c'était l'apparition des métiers de l'informatique pour le développement, l'administration des premiers systèmes, des premiers systèmes qui ont été capables de traiter, d'organiser l'information géographique. Depuis le milieu des années 90, on a eu l'apparition de pas mal de formations universitaires, dont certaines se sont spécialisées voilà, en SIG, on a commencé à former ceux qu'on a commencé à appeler à ce moment-là les géomaticiens. Ça date de cette période-là à peu près. Et ces géomaticiens cumulant une casquette voilà, de géographe et d'informaticien, et non pas de mathématicien, comme on peut entendre parfois quand on en discute avec certains qui nous demandent ce qu'est notre métier. Voilà, et puis les cycles, ils se sont développés, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup qui sont apparus dans les années 2000, ça pousse encore aujourd'hui, et aujourd'hui ça s'élargit au domaine de la data en général, c'est-à-dire qu'on demande, voilà, on n'est pas forcément que dans la dimension géographique, mais ces formations évoluent, on en voit plein, on parlait tout à l'heure même de ce qui est disponible sur Internet, voilà, je dirais ça. Il y en a un peu dans tous les sens, parfois c'est même un peu difficile de faire le tri dans toutes les formations proposées. Et j'en parle d'autant mieux en tant qu'organisme de formation pour la fonction publique. Derrière, voilà, ces métiers, alors je me suis permis une petite analyse, j'ai été regardé sur 2 sites que les géomaticiens, et notamment ceux qui veulent travailler dans la fonction publique territoriale, connaissent bien. On a GeoRéseau, qui est un peu le site de référence pour l'emploi en géomatique, voilà, et puis le site emploi-territorial.fr, qui est plutôt la partie administration, et dans lequel on retrouve aussi pas mal d'offres d'emploi autour du domaine de la data des SIG. En balayant rapidement comme ça, c'est-à-dire j'ai pris voilà, en 10 minutes, un quart d'heure de temps, j'ai recensé 48 noms de métiers autour de la data. Alors, je vous en ai mis voilà, tout un paquet là, de la data, du SIG, et donc
En termes de recrutement, aujourd'hui, on trouve énormément d'appellations. Voilà. On ne sait pas forcément ce que ça recouvre derrière. Et quand on creuse un peu les annonces, on a quand même une tendance. Alors, Étienne disait tout à l'heure, effectivement, c'est intéressant, la notion de full stack. On a quand même tendance dans les annonces à avoir un peu le mouton à 5 pattes. Beaucoup de fiches de poste, voilà, quand elles n'incluent pas plusieurs autres métiers que celui de la data, peuvent donner le vertige à la lecture. Et puis, ils fusionnent des compétences dans un métier, au final, qu'aucune formation ne prépare réellement aujourd'hui. Derrière, c'est synonyme voilà, de difficulté parfois à recruter, en tout cas dans la fonction publique, probablement aussi dans les structures, dans d'autres structures, mais et pour la fonction publique, avec une complexité qui est peut-être aussi voilà, celle de l'attractivité. On peut poser la question du salaire, voilà, quand on vient en opposition à d'autres domaines, notamment quand on voit les recrutements si on veut un data scientist en collectivité, des fois il faut pouvoir s'aligner sur des niveaux de salaire qui ne sont pas possibles. Donc c'est des vrais sujets derrière dans les niveaux de recrutement. On a quand même un besoin, voilà, derrière et là c'est peut-être l'ancien manager qui parle, de pouvoir clarifier les postes face aux attendus. On a tendance, et c'est un constat que je fais, à vouloir recruter voilà, quelqu'un qui sait un peu tout faire. Par contre, les attendus, les usages, ce pourquoi on va avancer au moment où la personne arrive, on n'a peut-être pas besoin d'une voiture pour faire 100 mètres. Voilà. On peut peut-être aussi mieux identifier le poste, le besoin. Donc là, il y a un travail au sein dans le recrutement en tant que tel sur ces métiers-là. Donc mieux définir les métiers, il y a un vrai besoin, en tout cas, je pense, mieux comprendre ce qu'on met derrière chaque métier. Derrière, alors peut-être que je me mets un peu en porte-à-faux par rapport à ce que disait Étienne juste avant, mais il faut éviter quand même le full stack, il est intéressant, mais il faut éviter le trop multitâche, et notamment quand les métiers commencent quand on demande à quelqu'un d'un métier de devenir expert en data, ça peut devenir vite compliqué. Par contre, ce qui est important et ce qu'il faut voir, c'est la nécessité d'acculturation à la donnée. On parlait de l'acculturation des élus juste avant, c'est important dans les collectivités. L'acculturation des métiers. Il faut être... il y a besoin d'acculturer, mais pas forcément de vouloir des experts de la data partout. On a besoin aussi d'experts métiers. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est l'adossement des deux compétences. Voilà. Et c'est, pour moi en tout cas, de mon expérience, c'est là où on peut avancer le mieux quand on se comprend, parce qu'on arrive à avoir un vocabulaire commun, mais qu'on s'appuie sur les expériences de chacun. Et derrière, alors là, c'est quelque chose qui pose aussi question au sein de la fonction publique, c'est le sujet de l'accès à la fonction publique. Derrière, c'est les concours et comment est-ce qu'on prend en compte ces nouveaux métiers dans les concours de la fonction publique. Alors, le métier de géomaticien, je vous ai dit qu'il était né dans les années 90, donc c'est plus un si nouveau métier que ça, mais ça reste un métier qui n'est pas forcément très bien... très compréhensible dans son accessibilité dans les concours de la fonction publique. Donc voilà, donc il y a des sujets, ça se pose sur la table, c'est sujet à discussion, c'est sujet à les questions de reconnaissance de formation, des parcours, comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on peut y aller. C'est un véritable sujet. Si je prends ce qu'on a justement au sein du CNFPT dans notre répertoire des métiers autour de la data, vous voyez que la slide est beaucoup plus légère. Aujourd'hui, pour le SIG, on a chef de projet SIG. Voilà. Donc j'espère que tout le monde n'est pas chef, surtout que c'est un profil ingénieur. Tout le monde n'est pas ingénieur non plus. Voilà. Mais dans la data, il y a beaucoup de métiers, beaucoup de choses, et au final, on ne peut pas tout mettre derrière chef de projet SIG. On a aussi technicien SIG qu'on trouve derrière le nom. Alors j'ai trouvé ça assez curieux en regardant un petit peu, mais chargé de support des systèmes d'information. Voilà. Je ne sais pas si les deux métiers sont les mêmes, mais voilà, mais ça pose des questions. Et par contre, ça, quelque chose sur lequel, en tout cas, je le porte aujourd'hui dans mes missions, mais c'est de réactualiser ce répertoire. Et sur la data, il n'y a rien de clairement identifié en tant que tel. Aujourd'hui, mis à part administrateur, système et base de données, on ne trouve pas les métiers de la data dans les répertoires des métiers du CNFPT, qui sont quand même des répertoires qui servent aujourd'hui à un certain nombre de collectivités pour s'appuyer pour écrire leur fiche de poste, savoir dans quel niveau ils doivent placer tel poste. Donc on a un gros travail à faire là-dessus, qui est important et qui doit prendre en compte les réalités aujourd'hui du monde de la data pour évoluer. Aujourd'hui, le chef de projet SIG, c'est un peu le mouton à 5 pattes du SIG, parce que derrière, on y met tout le pan de ce que peut faire
la data. Voilà, et donc derrière, c'est un besoin de reconnaissance, de reconnaissance du métier, mais de reconnaissance aussi des compétences qui vont derrière. Derrière, et peut-être voilà, pour conclure, on a un domaine en effervescence qui est celui de la data. Étienne y rappelait que c'est quelque chose qui a, voilà, les années 2000 ont, en tout cas pour les géomaticiens, élargi grandement l'horizon en élargissant un peu tous les champs de la data. Derrière ces appellations métiers, aujourd'hui, il y a pas mal de confusion. Voilà. Et il y a une tendance, voilà, alors c'est un sentiment là-dessus, mais qui pourrait être d'effacer, de dire, bah, en fait, on n'a peut-être pas besoin de géo dans ces métiers-là. On va parler de data, on va parler de faire toutes ces choses-là. Et en fait, on aurait peut-être une tendance à dire, bah, on va réduire, en tout cas dans les compétences des gens qu'on va recruter, on ne va pas forcément chercher la compétence géographique. Alors, il y a un article assez intéressant qui est paru sur le site d'Esri aux États-Unis, qui vous donne les 5 bonnes raisons pour lesquelles une équipe de sciences de données a besoin d'un géographe. Je dirais peut-être d'un géomaticien derrière. C'est un article de Lauren Bennett et Trisaline Nelson, voilà, qui se sont penchés sur la question. Alors, je vais vous lire de manière un peu traduite, voilà, l'idée qu'elles défendent, mais les géographes sont formés par la pensée interdisciplinaire. Ils sont formés pour identifier les questions et proposer des solutions. En plus d'apporter une perspective spatiale à la science de la donnée, ils apportent également une capacité de relier les méthodes et les solutions aux applications. Ce sont eux qui relient tous les fils en utilisant l'approche interdisciplinaire de la géographie pour relier des problèmes aux solutions et à la science des données aux décisions. C'est derrière, et ils relèvent les 5 raisons qui sont la science des données est principalement une science spatiale, principalement, pas exclusivement. Les relations spatiales peuvent fournir des informations à peu de frais. Voilà. Quand on ne sait pas forcément relier deux données par la table, le fait de savoir les localiser peut permettre de les faire parler ensemble. Les géographes savent comment communiquer avec les cartes. Les géographes relient la science au monde réel et les géographes sont interdisciplinaires. Voilà. Et donc, il y a derrière, bah voilà, je dirais, c'est QFD. Je dirais, si vous êtes géographe, bah, appuyez-vous sur vos compétences uniques. Et si vous dirigez une équipe ou un projet de sciences de la donnée, voilà, vous n'avez pas encore fait appel à un géographe, qu'attendez-vous? Voilà, c'est un peu le mot pour conclure, mais c'est important. Les géographes et voilà, derrière les géomaticiens, les cartographes, les sigistes, sont des magiciens de la donnée d'hier, d'aujourd'hui, de demain, avec une capacité unique, voilà, à spatialiser l'information et la rendre accessible au plus grand nombre. Donc l'illustration, elle est assez simple, hein. La carte et la donnée géolocalisée sont partout autour de nous, on en voit partout. On est dans sa voiture, on a une carte avec le GPS, on est sur son ordinateur, on voit des représentations cartographiques. Je dirais, qui ne voit pas une carte dans sa journée, voilà. Donc voilà pour cette petite présentation, à disposition pour répondre aux questions s'il y en a. Je n'ai pas forcément tout. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. Alors, pour mettre en lien certaines choses, donc dans le sondage que j'ai fait passer en début de webinaire, donc là, je vois que 90% des répondants travaillent dans le secteur public. Donc, j'imagine que la présentation que vous venez de faire, qui fait beaucoup de bien, puisque vous parlez de l'historique, de l'évolution, et puis aussi un peu de la prospective, avec ce qui peut être une difficulté aujourd'hui dans les recrutements. Et ben voilà, j'espère que ça parle à beaucoup de monde, que ça fait du bien d'entendre ces choses-là, puisqu'elles sont partagées. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le chat. On va prendre quelques questions. Et puis, merci pour cette référence à Édouard Baird. Alors, Marie-Ségolène, est-ce qu'on peut prendre oui, alors, une ou deux questions? Oui, alors en fait, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on cherchait le mouton à 5 pattes, que les formations aussi, c'était pas forcément évident. Par contre, il y a eu une question un peu technique. Vous avez cité certains des nouveaux services de carto SIG mis à disposition gratuitement comme Google Maps ou OpenStreetMap. Par contre, la personne se demandait quid de Mapillary et de ses aspects RGPD notamment. Alors après,
Oui, on peut rentrer dans le champ technique. En tout cas, l'idée de ce que je voulais avancer, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont sorties, voilà, et qui ont permis de rendre accessible l'information, et notamment au plus grand nombre. Après, derrière, avec des sujets effectivement de responsabilité sur la donnée. Aujourd'hui, le sujet de Google est un vrai sujet. Il y a des futures plateformes, voilà, qui s'annoncent aussi portées par d'autres, les autres membres des GAFAM. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Alors, ils veulent se baser sur les données OpenStreetMap, mais qu'est-ce que ça va donner en termes de, pareil, de responsabilité, de production de données? Pour les collectivités, se pose aujourd'hui effectivement, voilà, certaines collectivités produisent des équivalents Street View de Google. Voilà, donc on va les déposer certains les déposent sur Mapillary. Derrière, il y a quand même voilà, des sujets derrière de comment sont traitées ces données-là, où est-ce qu'elles sont stockées. Pour nous, voilà, on a aussi des réglementations à suivre, les réglementations poser un certain nombre de règles. Donc, faut pouvoir mettre tout ça en perspective. En tout cas, là, mon propos, il n'était pas forcément d'aller juger, mais c'était plutôt d'indiquer effectivement qu'on a eu des opérateurs qui sont venus et qui ont bousculé en fait notre manière de faire de l'information géographique. Avant un Google Maps, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui pensait à aller faire une plateforme en ligne avec ces données. Voilà. À aller mettre ces points voilà, sur ces éléments. Alors, on n'était plus au début d'Internet et tout ça, mais ça a posé quand même un certain nombre de questions. On commençait à partager de l'information. À la métropole de Lille, on avait des outils qui commençaient à partager de la donnée avec les collectivités et tout ça, mais tout d'un coup, on nous dit, bah, tiens, là, on ouvre au grand public une donnée. Comment est-ce qu'on devient visible par le grand public et pas que par des experts? Et ça a ouvert ce champ-là de la donnée, au final, de rendre accessible, et notamment pour les services publics, de rendre accessibles nos informations. Donc, on est venu ça bousculer. Derrière, on a... Alors, avant ça, et en parallèle de ça, on a la directive européenne Inspire aussi, qui nous a bousculé dans le champ géographique. Donc, c'est tous ces aspects-là voilà, qui nous a forcé, au final, à sortir de notre pratique entre experts et à aller vers le tout venant. Et donc, après, on pourrait rentrer dans le champ technique de chacune de ces plateformes, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Ok, merci. Alors, je propose que les questions, en fait, posez-les sur l'onglet questions. On y répondra dans une FAQ qu'on mettra en ligne dans la restitution. Et puis, je propose qu'on laisse maintenant la main à Sylvie pour la troisième présentation de ce webinaire. Sylvie, Oui. vous êtes... Oui, je suis là. Donc, je prépare votre présentation. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. À vous, Sylvie. Oui, merci. Donc, moi, je suis Sylvie Damorlette. Comme l'a indiqué Antoine au démarrage, je suis directrice adjointe à la direction de l'innovation et de la transformation publique au sein de la collectivité européenne d'Alsace. Donc, je vais en fait faire écho à ce que Benoît nous a exposé à l'instant de manière théorique, puisque je vais vous expliquer un peu le cas pratique de notre collectivité qui en fait, c'est une collectivité assez jeune, qui est née de la fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin au 1er janvier 2021. Donc, on a 2 petites années d'existence et donc on a eu, enfin, ça a été une formidable opportunité aussi de travailler sur la data en fait et de repenser la question de la data au moment de la création de cette nouvelle collectivité. Alors, pour mémoire, c'est une collectivité qui a à peu près 6500 agents. Et donc, au moment de la création de cette collectivité, on a souhaité vraiment mettre en lumière la question de la data et ce qui a donné lieu à la création d'une entité data, donc au sein de la direction d'innovation de la transformation publique. Et donc, j'ai le plaisir de piloter cette entité qui est en fait issue du rapprochement, du regroupement de 3 entités qui préexistaient, même si on a fusionné aussi les équipes haut-rhinoises et bas-rhinoises. Donc, on a fusionné, enfin on a regroupé donc l'entité qui était en charge de l'information géographique, une autre entité qui était entièrement tournée vers les systèmes d'information de l'action sociale ou des solidarités, en fait qui est une très grosse, qui est vraiment une de nos missions principales, puisque c'est la moitié du budget de la collectivité qui est tournée vers les solidarités. Donc on avait une équipe d'une quinzaine de personnes qui étaient entièrement tournées vers les systèmes d'information et donc vers la production de données, et les 2 délégués à la protection des données, donc l'un issu du Haut-Rhin et le second du Bas-Rhin.
Et donc, ça constitue une équipe d'une quinzaine de personnes au sein de la DITP. Donc, ce qui est vraiment le reflet, en fait, de la volonté de mettre en avant une mission data au sein de la nouvelle collectivité avec, en plus des missions qui préexistaient, donc comme de stockage, enfin, de traitement de la donnée classique, la volonté de développer les usages de la data au sein de cette nouvelle collectivité. Alors évidemment, c'est pas les seules personnes qui travaillent sur la data au sein de la collectivité. On est dans un écosystème. Évidemment, on travaille en étroite collaboration avec notre direction des systèmes d'information, mais également avec d'autres personnes qui travaillent sur la donnée ou sur l'information géographique dans les directions. Mais là, au sein de l'organigramme, le souhait était vraiment de montrer qu'il y avait une équipe relativement centralisée, puisqu'on est placé auprès du secrétariat général qui est à la direction générale, pour montrer qu'on donnait une vraie importance à la question de la data au sein de cette nouvelle collectivité. Donc, au sein de cette équipe, il y a un certain nombre de profils. On les a entendus tout à l'heure dans les deux exposés qui ont précédé. Donc, à la fois des cartographes, des géomaticiens, des gestionnaires de bases de données, des démographes, des chefs de projet décisionnels, des data analystes. Donc, comme vous le voyez, on est encore un peu sur les anciennes dénominations, mais avec quand même des évolutions très fortes qui ont marqué ces profils-là. Alors Benoît l'a dit tout à l'heure, on vient aussi du monde du dessin. Un certain nombre de personnes ont dessiné encore sur des plans et sont passées progressivement à la géomatique en fait. Donc c'est d'ailleurs aussi mon cas, puisque je suis géomètre de formation. J'ai démarré ma carrière dans le monde de la géomatique et j'ai ensuite élargi mon parcours sur la data au sens large. Donc voilà, j'ai moi-même suivi cette évolution. Donc à la fois l'évolution des technologies, mais aussi l'évolution, enfin le fort essor qu'on connaît pour la data aujourd'hui, donc avec tout ce qui concerne la data visualisation et d'autres éléments dont je vais vous parler. Donc pour nous, en fait, on a depuis même un certain nombre d'années suivi une évolution naturelle, mais avec la création de la collectivité européenne, on a également suscité l'évolution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une de nos missions, c'est de développer la data au sein de notre collectivité, et donc on a poussé un certain nombre d'objectifs pour développer. Parmi ces objectifs, je vous en ai indiqué 3. Donc utiliser de plus en plus la data vise. Donc par exemple, je vais vous montrer un exemple dans l'ensemble, dans la majorité de nos cartes, quand c'est possible ou quand c'est souhaitable. Maintenant, on ajoute de la data vise. Voilà, on fait plus simplement de la représentation cartographique, mais quand la data vise a un intérêt, et là c'est le cas. Par exemple, sur une carte de densité de population, on indique quelle est la proportion de communes dans les différentes catégories. Donc, voilà, on essaie de systématiser aussi la complémentarité entre cartographie et data vise. Donc, voilà, on pousse ça, ce qui fait qu'on fait aussi une forme d'acculturation au métier et puis à l'usage et à la lecture de la data au sens large. De la même manière, on pousse aussi l'usage et le développement d'outils de tableaux de bord interactifs. On connaissait par le passé les tableaux de bord en PDF, les documents avec évidemment un certain nombre de graphiques, mais aussi des tableaux. Et là, aujourd'hui, on transpose tout ça sur des outils de tableaux de bord interactifs type Tableau ou Power BI. Et ça, on va vraiment systématiser l'usage, et ce qui va aussi permettre de le démocratiser et de faire progresser l'utilisation et le pilotage par les données. Et enfin, on essaye aussi de promouvoir de tout le potentiel de la data en proposant des analyses et en proposant des exploitations de données sur un certain nombre de questions qu'on se pose, ou pour nous aussi, c'est l'occasion de revisiter un certain nombre de politiques grâce à la création de la collectivité. Donc, on repasse en revue l'ensemble des politiques publiques
pour lesquels on a des compétences et donc à chaque fois, on essaye de proposer des utilisations de la donnée pour aider à la décision. Donc ça a été le cas pour, par exemple, l'implantation de conseillers numériques ou encore de la redéfinition de la politique de la santé, hein, puisqu'il y a beaucoup de données aujourd'hui qui existent sur les déserts médicaux et qu'on a exploité au maximum pour apporter des éclairages aux équipes qui travaillent sur ces sujets. Et un autre exemple, c'est aussi la mise en place d'îlots de fraîcheur. Enfin, on étudie beaucoup voilà, les changements climatiques, hein, et la manière dont on peut réduire ces impacts, notamment sur les températures dans les cours des collèges. Et donc là aussi, on a utilisé la donnée pour faire des simulations et voir par rapport au revêtement et par rapport à l'occupation des sols qui existe sur une cour de collège, quelle est la température au sol et comment est-ce qu'on peut la faire évoluer, enfin la faire baisser en changeant ses revêtements. Et donc on a utilisé des données satellitaires et aussi des modèles qu'on a pu exploiter et donc mettre à profit un certain nombre de données pour aider à la décision et montrer à quoi peut servir la donnée aujourd'hui. Voilà, pardon, j'avance. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'actions pour justement accompagner cette montée en gamme sur la donnée. Et donc, je vous le disais, l'ensemble des équipes ont été formées à la data visualisation. Donc, on a pu bénéficier d'une formation de 3 jours qui était vraiment un très bonne entrée en matière. Donc, aujourd'hui, la quasi-totalité des équipes sont en capacité de produire des visuels impactants avec des outils correspondants. On est en train de faire des POC, des petits essais avec des outils de tableau de bord interactif. Hein. J'ai cité Power BI, Need4Vist, Quantoco, mais il y en a d'autres. Et on compte sur un certain nombre d'agents ou de collègues, d'ambassadeurs pour faire avancer la question de la data et pour proposer des usages, les services des équipes pour éclairer les politiques publiques donc, et faire de l'acculturation. Et puis, en dernier point, évidemment, on prend régulièrement des stagiaires qui ont des formations data scientist pour aussi développer toujours des nouveaux usages, mais aussi avoir des échanges avec nos équipes et faire monter en gamme et monter en compétence un peu tout le monde pour des échanges gagnant-gagnant. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. S'il y a des questions, je suis tout à fait prête à y répondre. Merci beaucoup Sylvie pour ce retour d'expérience. Voilà, à l'occasion de la CEA, une montée en gamme de l'exploitation et des usages de la data dans la collectivité. C'était très intéressant, merci. Marie Ségolène, on prend une ou deux questions? Ouais, ok. Une qui est arrivée tout au début de la présentation, qui est intéressante, c'est les DPD doivent-ils intégrer les équipes data? Leur fonction et mission ne nécessitent-elles pas une indépendance et un certain recul? Alors, je peux effectivement, oui, tout à fait, c'est une question qu'on s'est posée. Alors, les DPO sont tout à fait indépendants, simplement, ils me le sont rattachés, mais en réalité, ils travaillent en toute indépendance et ils reportent à notre direction générale. Hein. Ils doivent faire un rapport d'activité annuel, ils doivent d'ailleurs, c'est notre président qui est notre responsable de traitement, donc ce lien-là est effectif. Et donc, voilà, mais en même temps, c'est une vraie chance, puisqu'en fait, il y a aussi, on l'a dit à travers différentes interventions tout à l'heure, la question de la protection des données, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi une opportunité. Enfin, c'est simplement un élément dans le cadre d'un projet data, et donc, ça permet quand même de sécuriser les projets du fait de leur appartenance à notre direction. Merci. Éventuellement une dernière question?
Oui, les cartes réalisées par l'INSEE peuvent-elles être considérées comme faites par des data scientists? Faudrait peut-être poser cette À question-là à l'INSEE, ouais, l'INSEE. ouais, Ouais. finalement, c'est peut-être, non, après c'est aussi encore et toujours des questions beaucoup sur, les formations, qui sont alors là, il y en avait, qui étaient, demandées tout à l'heure pour le est-ce que c'était quoi les formations data proposées par le CNFTP? On a aussi, est-ce qu'il y a des formations qui existent pour remettre à niveau concernant la discipline mathématique, de la statistique? Donc là, c'est vraiment plus, pour vous tous finalement ou un peu plus ciblé, aussi peut-être, sur Benoît pour le Euh, CNFTP? pour le CNFPT, je peux répondre. Aujourd'hui, on est très pauvre en formation. Voilà, mais par contre, voilà, moi je viens d'arriver au sein du CFPT, j'ai un collègue qui vient d'arriver sur la transition numérique et on travaille voilà, sur des projets de développement de formation autour de la data et justement avec ce sujet d'acculturation à la data, donc à la fois intégrer de la formation data pour des gens qui sont pas forcément, dont la data n'est pas forcément le cœur de métier, mais aussi de pouvoir, de l'autre côté, alors moi plus sur le domaine d'information géographique, mais effectivement de pouvoir avoir des formations qui s'adressent aux différents niveaux. C'est que quand on veut faire de la formation géographique, on ne soit pas uniquement obligé d'aller faire une formation QGIS débutant. Voilà, qu'on puisse aussi avoir d'autres choses et peut-être aussi des choses qui creusent un peu le sujet de manière, alors soit de manière technique, soit de manière théorique aussi, parce que ça peut être intéressant des fois voilà, d'aller creuser ça aussi. Donc c'est en cours de gestation. Est-ce que vous êtes en recherche de formateurs sur la data? Alors, il y aura des besoins, voilà. Il y aura des besoins. Il faut le temps qu'on pose un peu les choses, qu'on arrive à faire la feuille de route. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on est arrivé avec mon collègue, on arrive en même temps il y a tout juste 3 mois et demi. Voilà, donc il faut le temps de se mettre en route et puis de comprendre le fonctionnement de cette grande maison qu'est le CNFPT. Mais en tout cas, on y travaille pour essayer de faire de pousser une offre qui parle plus data, justement. Et je parlais aussi de l'autre côté de la reconnaissance des métiers, que les métiers soient un peu mieux identifiés dans les catalogues, dans le répertoire des métiers en tout cas du CNFPT, pour permettre d'avoir une assise pour les collectivités qui utilisent ce répertoire. Ok, très bien. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà, il est midi, donc je vous propose qu'on conclue ce webinaire. Je viens d'envoyer dans le chat un lien sur le programme d'animation de Data Grand Est. Voilà, je vous invite à le découvrir, à vous inscrire à tous les événements qu'on propose, les webinaires, les journées, les groupes de travail. Et puis, merci à vous tous qui avez suivi ce webinaire et un grand merci à tous les intervenants. Voilà, très bonne journée et puis à bientôt sur Data Grand Est.